Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux et celles qui nous ont déjà rejoints, je pense que les gens vont continuer à arriver, mais on va commencer pour bien respecter le planning, tout le monde ayant des agendas bien remplis en général. D'abord, bienvenue à ce webinaire dédié aux engagements pris par l'ANR, et nous verrons quels sont ces engagements et quelles sont les applications concrètes de ces engagements lorsque l'on veut déposer un projet à l'ANR, mais également lorsque l'on a un projet en financement à l'ANR et lorsque l'on participe au processus d'évaluation. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Donc, je suis Laurence Guyard. Je suis adjointe au directeur des opérations scientifiques en charge des relations avec les communautés scientifiques et également référente intégrité scientifique et égalité. Et une de mes missions est de bien veiller à la bonne cohérence de tous les engagements pris par l'agence. Je suis accompagnée aujourd'hui de Zoé Ancion, à qui je donne la parole pour qu'elle se présente elle-même. Merci beaucoup Laurence. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis responsable du pôle sciences ouvertes à l'Agence nationale de la recherche, donc ce pôle qui est notamment en charge de déployer la politique sciences ouvertes de l'agence. Merci Zoé. Eh bien donc nous allons commencer. Hop là, ça va trop vite. Excusez-moi, la technique parfois et moi, ça fait deux. Donc oui, des engagements à l'ANR. Pourquoi est-ce que l'ANR prend des engagements? Eh bien, tout d'abord, c'est pour remplir au mieux sa mission et surtout de garantir la qualité, l'efficience, la transparence de ces processus, d'être au mieux au service de la science et de contribuer aussi, être un acteur actif pour contribuer à faire évoluer la culture scientifique. Alors, nous sommes inscrits, ça va pas, voilà. Nous sommes inscrits dans une démarche d'amélioration continue, déjà depuis de nombreuses années, et nous sommes certifiés ISO 9001, qui est une norme internationale de qualité, et nous avons cette certification pour l'ensemble des processus qui sont liés à la sélection et au financement des appels à projets, qui était initialement cette certification ISO 9001 a d'abord été décernée à l'appel à projet générique, qui est notre plus gros appel à projet. On a pu le présenter la semaine dernière dans le cadre du premier rendez-vous de l'ANR pour cette édition 2025. Cet appel à projet représente à peu près 80% des financements que nous débloquons pour soutenir les projets de recherche, et cet appel à projet est ouvert à l'ensemble des domaines scientifiques. Donc, démarche d'amélioration continue avec cette certification très exigeante de la norme ISO 9001, et également pour l'enrichir, cette démarche, et la nourrir, nous faisons des retours d'expérience de manière systématique en faisant des enquêtes auprès des membres de nos comités et on les interroge sur les différents aspects du processus, sur les critères d'évaluation qui ont été définis et qui sont publiés, bien entendu, en toute transparence dans les appels à projets que nous lançons. Et puis, nous organisons aussi, normalement c'est 2 fois par an, des réunions de travail avec les présidents et présidentes de comités, de manière à pouvoir nous appuyer aussi sur leur retour d'expérience et parfois redéfinir avec eux ou réécrire avec eux certaines parties de nos critères d'évaluation si ils ont constaté dans le cadre de leur activité d'évaluation que la formulation de certains critères pouvait entraîner des interprétations multiples ou au moins un peu différentes, et ce qui entraîne naturellement des biais et potentiellement une inéquité de traitement entre les projets. Donc, on travaille vraiment main dans la main avec ces présidentes et présidents de comités pour
améliorer toujours à la fois nos processus et puis nos critères d'évaluation et leur formulation. À côté de cette démarche d'amélioration continue, nous avons dressé un cadre général de principes qui ont pour visée de promouvoir un cadre favorable à la conduite de recherche intègre et responsable. Et c'est important pour accompagner l'évolution de la culture scientifique, toujours vers plus de transparence, d'intégrité, de rigueur, d'honnêteté et de responsabilité. Mais c'est également important de manière à renforcer le lien de confiance entre science et société, lien de confiance, vous le savez, qui a été vraiment mis à mal pendant la crise sanitaire du Covid-19 que nous avons dû traverser. Et donc, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir renforcer ce lien de confiance abîmé. Alors, quels sont les principes qui sont inscrits dans ce cadre ? D'abord, nous avons publié, c'est assez récent, hein, puisque c'est septembre 2023, nous avons publié la politique ANR en matière d'éthique, d'intégrité scientifique et de déontologie. Alors, je reviendrai bien sûr sur l'ensemble des principes qui sont énoncés ici, donc je les présente d'abord d'une manière générale. Nous avons un principe fondamental qui est l'évaluation par les pairs. Nous avons une politique égalité et nous avons été labellisés égalité en mai 2023. Et nous travaillons actuellement sur la diversité. Et donc, nous sommes inscrits dans une démarche de labellisation également sur la diversité. Une politique science ouverte, donc que Zoé Ancion vous présentera. Nous sommes signataires de la déclaration de San Francisco, autrement appelée DORA. Nous faisons la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle, donc c'est la CSTI. Nous avons également un dispositif pour la protection du potentiel scientifique et technique, la PPST. Et enfin, nous sommes attentifs aussi aux objectifs, à la contribution des projets de recherche aux objectifs de développement durable, donc les ODD. Alors, un petit mot pour commencer sur l'évaluation par les pairs, qui est un principe fondamental, qui ne sera jamais remis en cause. Et donc, nous faisons appel à des scientifiques qui sont, pour certains, évaluateurs siégeant dans un comité. Et ces comités sont composés d'un bureau, lui-même composé d'un président ou d'une présidente, et qui sont recrutés là sur appel à candidature, et qui sont formés aussi par l'ANR au processus d'évaluation et également à l'ensemble de ces engagements qui vous sont présentés aujourd'hui. Et ce président ou cette présidente sont aidés, soutenus par en général deux vice-présidents ou vice-présidentes. Tout dépend de la taille du comité et du nombre de projets qui sont à évaluer. Il peut y avoir un troisième vice-président ou alors n'avoir qu'un seul vice-président. Enfin, vraiment, là, ce bureau est adapté au périmètre scientifique et au nombre de projets à évaluer. Et puis, siègent dans ces comités un ensemble de membres qui sont des personnalités qualifiées françaises ou étrangères et qui appartiennent aux communautés de recherche, et ces personnalités sont nommées par l'ANR, mais sur proposition du président ou de la présidente du comité. Et bien sûr, il y a tout un travail qui est réalisé par l'ANR relativement à la recherche des liens d'intérêt qui pourraient constituer conflit d'intérêts.
Et donc, ce travail est réalisé avant que ne soient nommés, naturellement, les membres de comité. Et puis, ces membres de comité, ainsi que le bureau, vont faire des propositions d'experts. Donc, ce sont des scientifiques, spécialistes, là aussi français ou étrangers, du domaine concerné par le projet, et qui seront proposés par les membres de comité et sollicités par l'ANR après, là encore, la recherche d'éventuels liens d'intérêt qui pourraient constituer conflit d'intérêts dans le cadre de l'évaluation. Ces experts et expertes évaluent naturellement en toute indépendance les propositions, les pré-propositions ou propositions détaillées selon le processus d'évaluation des appels concernés. Petite précision, la liste des membres de comité est également publiée, mais elle n'est publiée qu'à l'issue des processus d'évaluation et de sélection. Donc, une fois que les résultats sont publiés sur notre site, nous publions la liste de ces membres de comité. Elle n'est pas publiée avant, de manière à ce que ces membres de comité ne subissent pas de pression de la part des communautés et des chercheurs et chercheuses qui auraient déposé un projet. Je ne l'ai pas précisé depuis au départ, hein, mais vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat et nous répondrons à ces questions avec Zoé à la fin de notre présentation. Alors, je vous le disais, nous avons publié en septembre 2023 une politique en matière d'éthique, d'intégrité scientifique et de déontologie. Nous avons eu à cœur d'élaborer précisément cette politique parce que nous avions constaté que les notions d'éthique, d'intégrité scientifique et de déontologie n'étaient pas très claires pour nous d'abord, pour commencer, que c'était difficile de vraiment bien saisir le contour de ces notions parce qu'elles sont parfaitement intriquées et imbriquées. Et les documents de référence qui existent en la matière, hein, que ce soit la déclaration de Singapour, que ce soit la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, hein, la charte nationale française de déontologie, il est extrêmement difficile de vraiment bien comprendre ce que recouvre l'éthique, l'intégrité scientifique et la déontologie. On a l'impression que vraiment des flous importants apparaissent dans les différents textes de référence. Donc, on a fait ce travail de définition qui a demandé beaucoup de réflexion. On a eu la chance d'être aussi appuyé par et éclairé par le comité de pilotage scientifique de l'ANR, qui est présidé par le professeur Pierre Corvol. Et donc, son éclairage et l'éclairage des membres de ce comité ont été particulièrement précieux. Donc, définition de ces notions, c'était d'autant plus important que nous souhaitions aussi vraiment éclaircir les périmètres de responsabilité de chacun des acteurs de l'écosystème de la recherche pour chacune de ces notions. Et donc, c'est ce qui est précisé dans ce document qui est disponible sur notre site web ANR, en version française et en version anglaise. Et autre particularité de ce document, c'est qu'il recoupe à la fois les principes, donc définition de ces différentes notions et les attendus de l'ANR vis-à-vis de ces différentes notions pour chacun des acteurs, et également les dispositifs opérationnels qui y sont associés, et j'y reviendrai dans un petit instant.
Alors, parcourons assez rapidement, et vraiment, je vous invite à lire ce document. Pour ce qui est de l'éthique, globalement, tout le monde comprend bien que l'éthique est là pour questionner les progrès de la science et de leurs répercussions sociétales. Un petit peu moins évident, c'est que l'éthique, ça consiste aussi et surtout en une démarche réflexive et démarche réflexive qui est importante et qui doit être permanente parce que les contextes naturellement évoluent et du coup les enjeux également. Et l'objectif de cette démarche réflexive est bien de garantir le caractère intègre et responsable des sciences. Et l'ANR encourage donc les équipes de recherche à intégrer dans leur démarche de recherche une réflexion sur les enjeux éthiques qui pourraient être soulevés par les objectifs, la méthodologie ou encore les résultats attendus de leurs projets et leurs applications. L'intégrité scientifique renvoie là à l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir l'activité de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Et ces règles et valeurs ne peuvent être figées, mais au contraire, elles doivent être soumises de façon renouvelée à la réflexivité et évoluer au regard des connaissances et des avancées technologiques. Et la petite précision, naturellement, ces règles et valeurs, elles sont bien sûr définies par les scientifiques et ces règles et valeurs sont bien sûr définies aussi dans chacun des domaines scientifiques. Et il appartient du coup, il est de la responsabilité des chercheurs et chercheuses de connaître les bonnes pratiques dans leur domaine scientifique et de les mettre rigoureusement en œuvre pour réaliser leurs travaux. Troisième notion, la déontologie, qui regroupe l'ensemble des règles et devoirs qui sont spécifiques à l'exercice d'un métier. Et ces règles et devoirs sont les principes qui sont énoncés dans la charte de déontologie de l'ANR et qui régissent l'exercice des missions de l'agence auxquelles sont soumis les collaborateurs et collaboratrices internes à l'ANR, bien évidemment, mais également collaborateurs et collaboratrices externes, et on a parlé de l'évaluation par les pairs tout à l'heure. Donc, comme je l'ai déjà souligné, l'ANR vérifie les liens d'intérêt tout au long du processus d'évaluation. Les scientifiques qui sont impliqués dans l'évaluation s'engagent à respecter la confidentialité des informations et des documents qui sont portés à leur connaissance pour réaliser les évaluations attendues, et ils sont appelés à déclarer tout conflit d'intérêts, y compris tout au long du processus. Et enfin, donc, à côté de ces notions, eh bien, sont énoncés les dispositifs opérationnels qui sont associés. Donc, se retrouve dans ce document la procédure de gestion des signalements des manquements relatifs à l'éthique et l'intégrité scientifique, la procédure de gestion des liens et conflits d'intérêts, et également inscrite dans ce document la procédure de gestion des recours qui porte sur soupçon de conflit d'intérêts. Donc, si vous lisez attentivement ce document, eh bien, vous saurez exactement quoi faire si vous avez à signaler des manquements et selon la nature de ces manquements, vers quelle personne ou vers quelle adresse vous tournez de manière à ce qu'il y ait une instruction qui soit conduite. Une politique égalité, je vous l'ai dit, donc labellisée AFNOR depuis mai 2023, avec des engagements vraiment très forts qui sont énoncés dans le plan d'action égalité qui est disponible lui aussi sur le site web de l'ANR.
Et un deuxième plan d'action, le premier étant arrivé à son terme, sera bientôt disponible là aussi sur notre site. L'égalité est également inscrite dans notre charte de déontologie et d'intégrité scientifique que nous avions révisée en 2018, parce que c'est un principe auquel est particulièrement attachée l'agence, et sur le plan de la recherche, s'inscrit totalement aussi dans le caractère rigoureux des recherches qui sont conduites, à la fois de s'assurer quand on construit une équipe ou un consortium pour élaborer pour conduire une recherche, d'abord élaborer le projet et puis conduire ensuite la recherche, s'assurer que eh bien, l'équipe est assez représentative des scientifiques qui existent dans le domaine scientifique concerné. Donc ça, c'est important. Alors, on ne recherche pas, on ne demande pas à ce qu'il y ait une parité parfaite dans les équipes, bien évidemment. Ça ne serait pas du tout pertinent. Parce qu'il y a des domaines où il n'y a que des femmes, ou beaucoup, majoritairement des femmes, et puis d'autres où c'est totalement l'inverse. Donc, il faut être, c'est une parité toujours relative, et il en est de même pour la constitution de nos comités. On demande aux présidents et présidentes de comités de bien veiller à ce que il y ait une mixité au sein, enfin parmi les membres de comité, que c'est important que les scientifiques femmes puissent également participer au comité d'évaluation pour pouvoir en retirer aussi, au même titre que les hommes, les bénéfices. Participer à un comité d'évaluation, c'est aussi faire du réseau, c'est aussi mieux comprendre ce qui est attendu par les comités dans un projet de recherche, et du coup, c'est aussi se donner les chances d'augmenter, enfin, c'est aussi avoir la possibilité d'augmenter ses chances de succès en répondant soi-même à des appels à projets. Et donc, nous essayons de sensibiliser l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans l'évaluation aux biais potentiels de genre qui peuvent s'immiscer au regard des stéréotypes que nous avons et qui sont totalement inconscients, sauf si nous avons fait une démarche spécifique pour en prendre conscience et les mettre à distance. Donc, nous faisons des formations dédiées auprès des membres de comité. Nous produisons également des analyses des dépôts et sélections par genre pour les différents programmes, mais nous l'avons fait, nous le faisons depuis l'édition 2015 de l'appel à projet générique, qui, encore une fois, est notre plus gros appel et qui est ouvert à tous les domaines scientifiques, donc avec des pratiques des communautés assez différentes. Donc, c'est important de produire ces analyses pour vérifier qu'il n'y ait pas de biais de genre inscrits ou qui se sont immiscés dans notre processus d'évaluation, et surtout aussi pour donner à voir aux communautés la réalité des pratiques en réponse à nos appels à projets. Donc, ce document est disponible, il est révisé tous les ans avec l'aide de la direction des données et de la stratégie numérique de l'agence. Donc, vous avez de disponible actuellement le document portant sur les femmes et hommes de sciences dans l'appel à projet générique de 2015 à 2023. Et nous voyons qu'il y a une évolution positive avec un nombre en constante augmentation de projets qui sont portés par des femmes et qui, globalement, se font le miroir de la réalité des effectifs dans les différentes communautés scientifiques. Et en tout cas, qui laissent penser qu'il n'y a pas de biais de genre qui s'immiscent dans les processus d'évaluation. Enfin, nous sommes aussi engagés à promouvoir la présence et l'activité des femmes de science. Nous avons constitué une collection de portraits de femmes de science qui ont eu ou ont des projets financés par l'ANR
ou qui ont pris part à notre activité d'évaluation en tant que présidente de comité. Donc cette collection de portraits est également présente sur notre site. Enfin, nous avons introduit sur l'édition 2023 de l'appel à projet 2022 de l'appel à projet générique, un sous-critère d'évaluation qui est la prise en compte de la dimension sexée ou genre dans la conduite même de la recherche. Et nous avons introduit ce critère d'évaluation après une phase expérimentale sur 2 éditions de l'appel à projet générique, 2020 et 2021. Nous avions demandé pendant cette phase expérimentale aux déposants et déposantes de dire comment ils prenaient en compte cette dimension et d'expliquer pourquoi ils ne la prenaient pas en compte si tel était le cas. Et nous avons fait l'analyse de ces verbatims. Alors, c'était un gros travail d'analyse, puisque nous avions 7500 pages de verbatims à analyser, mais qui montraient qu'on était encore loin d'une bonne compréhension de ce qu'était, en quoi consistait cette prise en compte de la dimension sexuelle ou genre en recherche et pourquoi, et tous les enjeux qui étaient associés. Donc, 2 années, 2 années expérimentales qui visaient aussi à sensibiliser les communautés avant de faire de cette dimension un critère d'évaluation. Mais donc, c'est désormais le cas depuis l'édition 2022. Donc, les dispositifs associés à cette politique, eh bien, on l'a dit, il y a le plan d'action égalité. Nous avons un comité de suivi de ce plan d'action égalité aussi en interne et qui regroupe toutes les directions qui sont en charge de la mise en œuvre des actions inscrites au plan. Le label décerné en mai 2023 et puis les formations que j'ai mentionnées. Et enfin, nous avons également élaboré un guide de communication inclusive sans stéréotype de genre qui est aussi téléchargeable, disponible sur notre site. C'était important pour nous d'abord d'homogénéiser nos pratiques en termes de communication et de s'assurer que nous ne véhiculions pas des stéréotypes de genre à travers nos différents canaux de communication et surtout que nos appels à projets étaient rédigés de telle façon à ce que tout et tous se sentent concernés et légitimes à répondre à ces appels, donc aussi bien les femmes que les hommes. Voilà, donc on a ce petit guide sur lequel nous nous appuyons pour à la fois rédiger tous nos textes de référence, nos appels à projets et pour communiquer dans nos différents canaux de communication. Un petit mot, je reviens 2 secondes sur cette phase expérimentale dont nous avons fait l'analyse que je viens de mentionner. L'analyse sera publiée dans le cadre d'un ouvrage collectif qui prolonge le colloque que nous avions co-organisé avec le CIRAD en 2020 sur le genre en recherche. Donc, un ouvrage collectif passé en production cette semaine et donc devrait être publié courant du mois de novembre. Et donc, cet ouvrage comprend notamment l'analyse de cette phase expérimentale. Je vais maintenant m'arrêter, passer la main et la parole à Zoé qui va vous présenter donc l'engagement en faveur de la science ouverte. Zoé, c'est à toi. Merci beaucoup, Laurence. Donc voilà, effectivement, l'ANR est pleinement engagée en faveur de la science ouverte. Cet engagement, il n'est pas neuf puisqu'on peut dire qu'il a démarré dès 2013 avec un partenariat autour de l'Archive ouverte nationale HAL. Et puis, on voit qu'il y a eu une accélération très forte ces dernières années et majoritairement
depuis 2019 avec la traduction de cet engagement également à l'intérieur des appels à projets lancés par l'ANR, que ce soit bien sûr l'appel à projet générique, les appels spécifiques et aussi les appels France 2030. Donc cet engagement, il est construit autour de 3 grandes actions, on pourrait l'indiquer comme ça. Donc le premier, c'est le fait de prendre part, de participer, de contribuer à la science ouverte en tant qu'agence. Donc pour ce faire, l'ANR travaille en étroite collaboration avec le Comité pour la science ouverte, et donc elle est représentée aux différents étages de la gouvernance de ce Comité pour la science ouverte. Donc ce Comité pour la science ouverte, il a été mis en place avec la publication du premier plan national pour la science ouverte, et donc notre président directeur général siège au comité de pilotage, moi-même je siège au secrétariat permanent, et puis il y a différents collèges qui sont plutôt thématiques, notamment un collège publication, un collège données, un collège code source et logiciel, et donc l'ANR voilà, travaille en étroite collaboration avec ce comité. On travaille aussi bien entendu avec des instances comme Science Europe qui regroupe les principaux financeurs et organismes de recherche en Europe, et donc il y a notamment un groupe dédié aux questions de sciences ouvertes, voilà, qui permet de partager une vision commune, de co-construire, voilà, un engagement qui soit partagé, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen et international. L'ANR est également partenaire. Alors, en France, on peut notamment citer le CCSD, donc à travers l'archive HAL, hein, avec lequel l'ANR a un partenariat. Pour la partie plan de gestion de données, on a un partenariat maintenant de longue date avec DMP Opidor, donc qui offre, hein, c'est un outil qui permet de constituer son plan de gestion de données en ligne. C'est vraiment un outil d'aide, et on y reviendra brièvement après. L'ANR anime également le réseau Sciences ouvertes entre les agences de financement françaises, donc là, qui regroupe l'INCa, l'ANSES, l'ANRSMIE, l'ADEME et depuis l'an dernier, la FRM, la Fondation pour la recherche médicale. Donc l'objectif de ce réseau, c'est de nouveau d'avoir une vision partagée et commune de la science ouverte avec des engagements qui sont communs. Donc que finalement, un porteur de projet, qu'il ait un projet financé par n'importe quelle agence de ce réseau, il va avoir des engagements similaires qui vont lui être demandés en faveur de la science ouverte. Et puis bien entendu, au niveau international, l'ANR est un des membres fondateurs de la coalition S, donc cette coalition qui œuvre pour un accès ouvert immédiat aux publications scientifiques. Et donc, dans ce cadre-là, on collabore également avec d'autres agences de financement et plutôt des fondations, toujours avec cette volonté, hein, d'avoir une politique le plus harmonisée possible. Ensuite, on est vraiment dans une démarche progressive et qui s'inscrit dans le temps long. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir d'abord des premières recommandations sur ces pratiques de sciences ouvertes qui peuvent ensuite se traduire par des engagements plus formalisés à l'intérieur de nos appels à projets. Et je veux bien la slide suivante, s'il te plaît, Laurence. Merci beaucoup. Alors, vous verrez dans le chat Juliette Kenyard qui travaille dans mon équipe, hein, en tant que chargée de projet scientifique, vous pousse toutes les ressources utiles et adéquates pour avoir plus d'informations sur ce sujet. J'en profite aussi pour vous signaler qu'il y aura un webinaire dédié à ces engagements en faveur de la science ouverte le 7 novembre. Et donc, si c'est un sujet qui est susceptible d'être d'intérêt pour vous, n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc, dans le cadre de nos appels à projets, ce qui est important de noter, c'est que cette politique de sciences ouvertes, c'est la même. On va la retrouver vraiment traduite de la même manière, donc dans l'ensemble de nos appels à projets. Et elle s'est traduite par différents volets. Donc, il y a 2 grands volets. Le premier,
qui traite des publications scientifiques. Et donc là, ce qu'on demande, c'est que l'ensemble des publications scientifiques issues des projets financés, donc bien entendu, là, dans notre cadre présent, dans le cadre du plan d'action 2025, elles soient disponibles en accès ouvert, sous licence CC BY ou équivalente, immédiatement, donc au moment de la publication. Donc ça, c'est le premier engagement sur ce volet publication scientifique. Le deuxième engagement, toujours sur ce volet publication scientifique, c'est qu'on vous demande que, quelle que soit la voie de publication choisie, votre publication soit déposée dans l'archive nationale HAL en indiquant bien la référence du projet, donc ce fameux code décision identifiant projet, avec toujours une licence CC BY. Et ça a vraiment vocation ensuite à venir alimenter une série d'outils, et on aura l'occasion, peut-être d'y revenir. Et donc voilà, cette logique de vous demander que, quelle que soit la voie de publication, la publication soit déposée dans HAL, c'est parce qu'ensuite HAL va permettre de nourrir des outils de suivi, notamment. Et donc on est vraiment ici dans une logique de simplification et avec ce leitmotiv de ne vous demander vos informations qu'une seule fois. Donc vous pourrez ensuite les retrouver facilement dans vos suivis de projet. Ensuite, il y a un volet données de la recherche. Et là, on se positionne vraiment dans une volonté de faciliter, de préparer en tout cas, et éventuellement de faciliter le partage et ou l'ouverture des données de la recherche dans une démarche dite FAIR, donc facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable, mais bien sûr dans le respect de ce principe, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc il n'y a absolument pas une obligation à ouvrir toutes vos données, et on vous demande dès le début de vos projets de préparer l'éventuel partage sous d'éventuelles conditions et éventuellement l'ouverture de certains jeux de données. Donc pour ce faire, on vous demande un plan de gestion de données par projet financé. Ce plan de gestion de données, c'est un document évolutif. On vous demande une première version qui est contractuelle à 6 mois maximum après le démarrage de votre projet. On vous recommande bien entendu d'utiliser l'outil DMP Opidor, et on vous recommande plus particulièrement de privilégier la version structurée de ce plan de gestion de données, qui est une version interopérable, lisible à la fois par des humains mais aussi par des machines, toujours dans cette logique de simplification, parce que ça va vous permettre ensuite de retrouver plus facilement vos informations dans différents outils. Et ce plan de gestion de données, ensuite, comme son nom l'indique, c'est un plan qui aide à la bonne gestion de ces données durant toute la vie de son projet sur différents aspects, des aspects éthiques, des aspects de standards de métadonnées, de lieux de stockage, d'accès, de coûts. Donc on vous recommande bien entendu de le mettre à jour régulièrement et autant que de besoin durant la durée de vie du projet, et ensuite de nous transmettre la version, de mettre à jour cette version initiale que vous aurez transmise à l'ANR. On vous demande la mise à jour de la version finale, de pouvoir la recevoir également. Enfin, il y a une recommandation plus spécifique sur le code source et le logiciel. Donc là, on vous recommande que tous les logiciels développés pendant le projet de recherche soient mis à disposition toujours sous une licence libre, et que les codes sources soient archivés dans Software Heritage et décrits dans HAL en indiquant bien toujours ce fameux code décision de financement ANR pour pouvoir ensuite, encore une fois, retrouver ces informations, notamment dans le cadre du suivi de votre projet. Il me semble qu'il reste une slide. Oui, merci beaucoup. Donc, au sein du pôle Sciences ouvertes, on a souhaité mettre en place des leviers d'accompagnement de cette politique Sciences ouvertes. Donc, il y en a toute une série, notamment, on organise des webinaires réguliers, y compris au sein du réseau Sciences ouvertes entre les agences de financement. On organise des webinaires, mais plus particulièrement à l'ANR, on a d'une part lancé un portail ANR, et on a vraiment travaillé en collaboration étroite avec le CCSD pour le développer. Ce portail, il a la particularité, comparé à d'autres portails institutionnels qui existent, d'avoir une navigation par projet. C'est-à-dire que vous retrouvez toutes les fonctionnalités classiques
de recherche dans un portail HAL, donc une recherche par auteur, par titre, par revue, voilà. Mais en plus, vous avez cette possibilité de faire une recherche par projet spécifique et vous pouvez utiliser pour ce faire un code décision, un titre. Et ça vous permet aussi de mieux visualiser quelles sont les publications, par exemple, qui sont associées à différents projets. Et voilà, vous avez cette interface de navigation par projet et qui nous permet donc, si au moment où vous déposez votre publication dans HAL, si vous ajoutez bien cette métadonnée code décision, donc votre identifiant projet, ensuite vous retrouverez automatiquement toutes les publications dans le portail HAL ANR. Donc ce n'est pas un portail de dépôt, vous pouvez utiliser votre portail institutionnel, donc soit le HAL classique, soit le portail par exemple du CNRS. Et ensuite, si vous ajoutez cette métadonnée code décision, ça alimente automatiquement le portail HAL ANR qui vous permet de retrouver facilement l'ensemble des publications associées à votre projet. Ça, c'est un premier levier qu'on peut mentionner. Le second levier qu'on peut mentionner et qui nous sert vraiment à accompagner le déploiement de notre politique en faveur de l'accès ouvert et d'en mesurer les effets, c'est l'adaptation du baromètre national de la science ouverte aux publications issues des projets financés par l'ANR. Donc ça nous permet de mesurer le taux d'accès ouvert par année de publication. Donc, typiquement, pour les publications 2023, on est à 87% de taux d'accès ouvert. Ça vous permet aussi une visualisation, et Juliette mettra les liens, je pense, dans le chat du baromètre ANR. Ça vous permet de mesurer les différentes voies d'accès qui sont privilégiées, de voir comment ce taux d'ouverture se situe en fonction de disciplines, en fonction des archives ouvertes, quelles sont les archives qui sont le plus utilisées, comment est-ce que on retrouve les publications dans HAL au fur et à mesure des différentes éditions. Et je pense que c'est tout pour la partie sciences ouvertes. Et encore une fois, donc si vous avez des questions, on peut y répondre à la fin de ce webinaire. Mais il y a aussi un webinaire dédié dans lequel on vous présentera plus en détail l'ensemble de nos engagements. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Zoé, et merci aussi à Juliette, parce que Juliette a mis les liens au fur et à mesure que tu mentionnais les différents outils, ou même moi, lorsque j'ai mentionné les différents documents de référence, Juliette a mis tous les liens, donc vous pouvez y accéder très facilement et dès à présent. Merci. Alors, on va poursuivre donc dans notre cadre général de principes. Donc, on a vu l'éthique, l'intégrité, la déontologie, l'égalité, la science ouverte. Et j'ai mentionné très rapidement que nous étions signataires de la déclaration de San Francisco. La déclaration de San Francisco, elle commence à être bien connue, même si lorsqu'elle avait été publiée en 2012, écrite, rédigée en 2011 à San Francisco par des scientifiques spécialistes en biologie cellulaire qui interpellaient les communautés scientifiques de manière à stopper le fameux adage « publish or perish », qui s'est développé parce que beaucoup de l'évaluation des chercheurs, mais aussi des projets de recherche, se faisait sur la base d'indicateurs bibliométriques, indicateurs qui avaient été mis au point non pas pour faire l'évaluation de la recherche ou des chercheurs, mais pour aider les documentalistes à faire de la gestion documentaire. Donc, ces critères avaient été détournés pour essayer de rendre l'évaluation plus rapide, plus consensuelle aussi, autour de chiffres. Voilà, mais ça a des incidences très très fortes, et ça ne veut pas dire grand-chose, ces indicateurs sur la qualité et ou d'une recherche et ou de la production scientifique ou de la carrière scientifique d'une personne. Donc, en 2018, et ça, on peut le souligner, c'est vraiment grâce au rapport
Corvol, du professeur Corvol, qui avait été demandé par Thierry Mandon en 2016, qui interpellait aussi les communautés et qui soulignait l'importance de respecter les recommandations inscrites dans cette déclaration. Et donc l'ANR est signataire de cette déclaration et appelle et demande aux évaluateurs et évaluatrices qui participent au processus d'évaluation de ne pas baser leur évaluation sur ces indicateurs quantitatifs, mais d'avoir bien une évaluation qualitative et sur la base des critères d'évaluation qui sont inscrites dans les appels à projets que nous lançons, donc publics, et uniquement sur la base de ces critères. Nous avons aussi travaillé les CV que nous demandons de compléter en ligne lorsque l'on répond à un appel à projet. Alors, on a dit depuis et écrit que c'était des CV narratifs et de manière un peu abusive parce que on ne demande pas de CV narratifs tels que raconter, présenter sa carrière et son chemin de carrière. Mais en tout cas, on a essayé de limiter le nombre de publications donc à indiquer sur ces CV. Elles sont limitées à 5 et surtout, on demande à ce que ces publications soient commentées, c'est-à-dire que soient mis en avant les apports principaux, majeurs de ces publications sur le plan scientifique. Et c'est une manière aussi d'accompagner les évaluateurs et les évaluatrices à se centrer sur une évaluation qualitative et de fond des projets de recherche qu'ils ont à évaluer. Nous avons introduit dans ces CV un onglet qui est très important et qui est dédié aux interruptions de carrière. Et là encore, c'est pour éclairer les comités d'évaluation sur une potentielle moindre production scientifique. Et quand je dis production scientifique, il ne s'agit pas uniquement des publications. Il y a beaucoup d'autres productions scientifiques que les publications. Et là aussi, tout chercheur, toute chercheuse qui dépose un projet est invité dans le cadre de ces CV à mentionner toutes les autres formes de production scientifique dans ces CV. Mais interruption de carrière, donc qui peuvent venir éclairer les comités sur une moindre production parce qu'il y a eu une réorientation thématique, disciplinaire. Ça arrive aussi, et quand on choisit de faire une réorientation disciplinaire ou thématique, eh bien, ça prend un peu de temps avant de pouvoir produire soi-même de nouvelles choses, de produire, d'obtenir des résultats. Donc ça, c'est important de signaler lorsque s'est opérée cette réorientation thématique ou disciplinaire, mais ça peut être aussi avoir été victime d'une maladie grave qui demande de s'interrompre, ou bien évidemment, si on a eu des enfants, les congés de maternité, les maternités ont un impact non négligeable sur les carrières et sur la production scientifique, donc c'est important, et les congés de paternité aussi, ou d'éducation parentale. Donc c'était important de pouvoir éclairer les comités sur ce sujet. Bien évidemment, on ne demande pas à ce que soient précisés les motifs de ces interruptions de carrière, mais tout simplement que soient indiquées les périodes qui sont concernées. Si vous souhaitez indiquer la raison de cette interruption, c'est tout à fait possible, mais ça n'est pas du tout obligatoire, bien évidemment. De manière à s'assurer que l'évaluation qui est conduite par nos collaborateurs et collaboratrices externes soit une évaluation qualitative et robuste, eh bien, nous
nous sommes impliqués aussi dans des groupes de travail européens et internationaux. Alors, Zoé l'a mentionné en ce qui concerne la politique de sciences ouvertes. Nous sommes aussi inscrits dans des groupes à Science Europe qui travaillent et réfléchissent sur l'évolution de l'évaluation de la recherche, tout comme dans des groupes COARA aussi. COARA qui est vraiment dédié à l'évolution de l'évaluation de la recherche, je vais y arriver. Mais nous sommes également membres du Global Research Council qui là regroupe, le GRC regroupe des agences de financement donc au niveau international. Et c'est important de siéger, Zoé l'a très bien souligné, c'est important de participer à ces différents groupes et à tous les niveaux, que ce soit national, européen ou international, parce qu'il faut veiller à la cohérence de nos différentes actions et s'assurer que nous allons tous dans le même sens. Engagement aussi pour une science responsable et à ce titre, nous demandons à ce que les chercheurs et chercheuses qui ont un projet financé par l'ANR s'engagent à respecter le protocole de Nagoya lorsque cela est pertinent, à savoir de faire la déclaration de l'utilisation des ressources génétiques. Donc le protocole de Nagoya vise à contrôler l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et à assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le protocole de Nagoya, c'est aussi contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ces éléments constitutifs, et enfin accroître la contribution de la diversité biologique au développement durable et au bien-être humain. Développement durable, donc les objectifs de développement durable, ODD, donc pour la science au service des ODD, ça c'est un engagement aussi de l'agence. Nous nous engageons à sensibiliser aux différents enjeux de ces ODD et donc nous demandons aussi aux projets que nous finançons de signaler quels sont les objectifs auxquels répond leur projet de recherche. Alors bien sûr, ces objectifs auxquels répond le projet de recherche peut évoluer tout au long du projet, et donc on le demande au dépôt et puis à la clôture du projet dans le rapport final. Là aussi, nous participons au groupe de travail du GRC qui est dédié aux ODD, et on participe aussi à des appels internationaux qui sont orientés vers la recherche nécessaire pour atteindre ces ODD. Pour que les relations entre sciences et société s'améliorent et se renforcent, là aussi, nous sommes engagés sur la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle. L'objectif est bien de soutenir le transfert des connaissances vers les citoyens, les citoyennes et les décideurs. Et dans le cadre du plan national Science avec et pour la société, eh bien, nous avons déjà lancé plusieurs appels qui concernent la recherche en médiation et communication scientifique. Nous soutenons aussi toutes les actions de communication qui sont de communication et de valorisation, de médiation, qui sont envisagées non pas individuellement par les projets, mais par les établissements qui ont plusieurs projets en financement à l'ANR. Et donc, nous apportons un complément financier aux établissements qui élaborent un plan qui vise à promouvoir la culture scientifique et qui vise aussi ce transfert vers la société.
Enfin, le dispositif qui est mis en place et qui vise à la protection du potentiel scientifique et technique. Donc, bien sûr, l'objectif là est de protéger l'accès au savoir, savoir-faire stratégique et technologies sensibles des établissements publics et privés de la France, et de se prémunir aussi efficacement des tentatives de captation d'informations qui sont stratégiques ou sensibles et qui peuvent être détournées à des fins malveillantes. Donc, sur recommandation du service du haut fonctionnaire de défense et sécurité, les projets qui sont déposés et qui comportent dans leur consortium des partenaires publics ou privés étrangers, eh bien, sont soumis à l'avis du SHFSD, appuyé sur les orientations nationales établies, naturellement, par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Donc, nous avons fait le tour de nos engagements. Je vous propose de voir quelles sont les applications concrètes, ou de revenir, parce que j'en ai mentionné, et Zoé en a également mentionné quelques-unes. Mais c'est une manière de faire une synthèse et de voir que ce ne sont pas que des engagements, des petites déclarations faites et mises à disposition sur notre site web. Ça n'est pas que de la communication, mais il y a de réelles applications très concrètes de ces engagements, de manière à ce que nous nous assurons à la fois de la qualité des évaluations, comme je l'ai déjà souligné, et également que les recherches que nous finançons sont bien des recherches intègres et responsables. Alors, tout d'abord, les applications pour les évaluateurs et évaluatrices ou experts. Donc, ils s'engagent à respecter, en signant cette charte, les principes qui sont inscrits dans la charte de déontologie et d'intégrité scientifique de l'ANR. Ils s'engagent à respecter la confidentialité et à ne pas reproduire ou réutiliser pour leurs propres besoins des informations et ou des documents qui sont portés à leur connaissance dans le cadre de l'évaluation. C'est un engagement qui est distinct de celui de la charte. Ils s'engagent également à déclarer tout lien d'intérêt qui pourrait constituer un conflit d'intérêts dans le cadre de l'évaluation. Et parfois, on peut avoir des doutes sur certains liens. Est-ce que vraiment ça constitue un conflit d'intérêts ou pas? Dans le cadre de l'évaluation, il y a des personnes qui sont identifiées pour tous les évaluateurs qui siègent dans un comité. Donc, ils peuvent s'adresser à cette personne qui est chargée de projet scientifique et qui gère l'organisation du comité. Bien sûr, on peut me solliciter pour avoir un avis, car tout lien d'intérêt peut ne pas constituer, enfin, ne constitue pas forcément conflit d'intérêt dans le cadre de l'évaluation. Tout dépend de sa nature et bien évidemment de son intensité. Donc, ça, c'est quelque chose sur lesquels on peut interagir. Il s'engage à évaluer les propositions et les CV qui sont déposés uniquement sur la base des critères d'évaluation publiés, et l'évaluation n'est faite uniquement que sur les informations et documents qui sont déposés sur le site de dépôt et à jour et heure de clôture. Et enfin, on l'a dit, conduire une évaluation qui soit qualitative, sans mentionner les indicateurs bibliométriques, en tout cas ne pas baser toute son évaluation uniquement sur ces indicateurs quantitatifs. Les applications pour les chercheurs et chercheuses qui sont impliqués dans un projet de recherche, alors en amont de déposer, avant de déposer un projet, et si on a dans son consortium un partenaire public ou privé étranger, nous vous invitons à aller vérifier l'éligibilité de votre projet en termes de protection du potentiel scientifique et technique, et pour cela, de vous rapprocher du service qui est dédié au sein de vos établissements de rattachement.
toute personne qui est impliquée dans un projet ANR s'engage à respecter également les principes qui sont inscrits dans la charte de déontologie et d'intégrité scientifique de l'ANR. Et s'engage aussi à prendre en considération, lorsque cela est pertinent, la dimension sexe et au genre dans le contenu de leur recherche. Comme l'a dit Zoé, de transmettre un plan de gestion des données au moment du dans les 6 mois qui suivent le conventionnement du projet, lorsque celui-ci est retenu pour financement, et de fournir à la fin du projet une version révisée, actualisée de ce plan de gestion de données. Et bien évidemment, vous avez la possibilité, Zoé l'a dit également, d'actualiser régulièrement ce plan de gestion des données et de nous transmettre cette actualisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez le déposer sur le système d'information métier. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment l'avoir dans les 6 mois qui suivent le conventionnement et puis sa version révisée, actualisée à la fin du projet. Là aussi, Zoé l'a dit, on vous demande, lorsque vous êtes en financement, de déposer toutes les publications qui sont produites dans le cadre de votre projet dans l'archive ouverte HAL, de transmettre le récépissé de déclaration de due diligence si vous avez recours à des ressources génétiques dans le cadre du respect des accords du protocole de Nagoya. Vous pouvez très bien déclarer devoir utiliser des ressources génétiques en début de projet et puis vous rendre compte au fur et à mesure que vous avancez dans le projet que finalement vous n'aurez pas besoin de recourir à ces ressources génétiques. Ça n'est pas grave, ça ne sera pas bloquant. On sait très bien que les recherches que l'on prévoit de faire ne sont jamais totalement réellement ce que l'on avait prévu. Et donc ça n'est pas grave de déclarer l'utilisation au départ, mais en tout cas, s'il y a utilisation de ces ressources génétiques, il vous faut nous transmettre le récépissé de déclaration de due diligence. Et enfin, vous vous engagez aussi à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle. Nous en avons terminé de notre présentation, à savoir tous les éléments qu'on voulait vraiment vous transmettre et vous présenter. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions dans le chat, ou alors j'ai peut-être loupé pendant que je parlais. Alors, par rapport au CV, il est demandé où ces CV peuvent être saisis en ligne. C'est sur les sites de dépôt des appels à projets. Il y a toujours un site dédié pour répondre aux appels à projets qu'on lance. Donc, ces CV sont à compléter en ligne. Est-ce qu'il faut préciser combien de temps de maternité ou il y a un temps par enfant? Alors, pour ce qui est des interruptions de carrière dans le cadre du CV, il faut simplement préciser la période. Voilà, vous avez eu un congé de maternité de janvier 2022 à janvier 2023. Voilà, préciser la période. Le temps par enfant, ça correspond aux dérogations que nous accordons lorsque, effectivement, des femmes ont eu des enfants, elles ont 1 an qui leur est accordé, 1 an d'éligibilité à l'instrument jeune chercheur, jeune chercheuse de l'appel à projet générique. Cet instrument de financement étant relativement circonscrit, puisque vous n'êtes éligible que dans les 10 ans qui suivent la soutenance de thèse, et cette durée peut être prolongée d'1 an par enfant lorsque c'est le cas. Je ne vois pas d'autres questions. Zoé, je ne sais pas si... alors,
Si. Il y en a quelques autres, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pour toi, donc je te laisse. Tu les vois ou tu veux que je te les indique? Mais alors, il y a peut-être plus des réflexions, captation d'idées de projet. Ouais. Oui. Alors, est-ce que la vérification de l'éligibilité en termes de PPST est bloquant pour le dépôt? Non, ça n'est pas bloquant. Mais si vous déposez un projet sans avoir vérifié qu'il est bien éligible et que finalement il ne l'est pas, il sera déclaré inéligible par le aux fonctionnaires à qui sont soumis tous les projets qui comportent un partenaire privé ou public étranger. Donc, c'est préférable d'anticiper plutôt que de déposer un projet sans avoir vérifié et puis de finalement recevoir une petite notification comme quoi votre projet n'est pas éligible en termes de PPST. Il faut mieux le savoir avant et donc vérifier. On vous invite vraiment à vérifier. Ça fait du travail en moins pour beaucoup de gens finalement et pour vous avant tout. Le lien indiqué pour le protocole de Nagoya ne fonctionne pas sur le site de l'ANR. Ah, eh bien, je prends note. Ok. Et je vois pas d'autres. Concernant le bien-être animal, merci pour cette question. Quels sont les engagements de l'ANR? Ils ne sont pas différents de la réglementation qui est en cours. Et cela relève de l'éthique, mais il y a une réglementation précise à ce sujet. Et donc, c'est à cette réglementation que s'aligne, bien entendu, l'ANR. Alors, il y a une dernière question. Qu'en est-il de la captation d'anciens membres d'un consortium d'un projet non retenu et qui dépose un projet financé l'année suivante? S'il y a soupçon de plagiat, c'est-à-dire que vous avez déposé un projet à l'ANR et vous avez le sentiment que ce projet a été repris par quelqu'un d'autre et que vous pouvez en apporter la preuve, vous pouvez bien sûr me solliciter et donc faire un courrier qui explique et qui donne suffisamment d'éléments pour que nous puissions faire une instruction. Zoé, il y a une question. Pourriez-vous revenir sur l'ajout du code décision dans le dépôt de l'archive locale? Oui, merci. Tout à fait, en fait, au moment où vous déposez, votre publication dans HAL, donc vous avez toute une série de métadonnées, que vous pouvez, ajouter et donc il y a une métadonnée spécifique financeur et si vous sélectionnez ANR ou Agence nationale de la recherche, en fait, c'est automatiquement alimenté à partir de ce que l'ANR, met à disposition sur data.gouv. Donc l'ANR alimente data.gouv plusieurs fois par an, hein, avec toute la liste des projets financés par l'ANR. Donc sur data.gouv, vous retrouvez très facilement, l'ensemble des projets financés par l'ANR depuis le début et donc il ne peut pas y avoir d'erreur de saisie. Donc ce qui se passe, c'est vous sélectionnez financeur oui, ANR et ensuite vous commencez à rentrer votre code décision, donc ANR-l'année et là vous allez avoir un menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner, votre code décision et ensuite toutes les métadonnées associées sont automatiquement remplies, donc le titre, l'acronyme et cetera. J'espère que c'est plus clair. Sinon en tout cas, on a aussi une FAQ publication. Je ne sais pas si Juliette avait déjà partagé le lien, sinon,
on peut vous le repousser dans le chat. Et là aussi, tout ça est bien réexpliqué. Et puis aussi, on a une adresse générique scienceouverte@anr.fr si vous avez des questions ou si ce n'était pas suffisamment clair ce que je viens de vous répondre, on peut vous envoyer des captures d'écran pour que ce soit plus visuel. Merci Zoé, mais écoutez, il n'y a pas d'autres, je ne vois pas d'autres questions. Non, je ne vois pas d'autres questions. On est à votre disposition. Donc, effectivement, on a pas mal de rendez-vous qui sont programmés là pour le mois de septembre, mais tout au long de l'année, avec des webinaires thématiques qui sont dédiés voilà, aux questions de sciences ouvertes, mais aussi sur les appels spécifiques que l'on peut lancer. La présentation qui vous a été proposée aujourd'hui sera mise à votre disposition sur le site de l'ANR. Donc, vous pourrez la retrouver, la parcourir. Vous avez, donc là, vous l'avez compris, on a plein de choses sur notre site. Vous pouvez, c'est une invitation vive, vous inscrire à notre newsletter mensuelle, où là, vous avez toutes les actualités de l'ANR qui vous sont envoyées et tous les appels à projets qui vont être lancés, mais ces appels à projets, vous pouvez aussi les retrouver sur le portail national commun des appels à projets, commun donc les appels de l'ANR, mais les appels aussi de différentes agences nationales qui sont regroupées sur ce portail. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, votre écoute. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne rédaction des pré-propositions pour celles et ceux qui vont déposer un projet en réponse à l'appel à projet générique, et une bonne rentrée universitaire à tous et toutes. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.